Je n'aurais jamais pensé que ma vie tournerait autour du nom d'Henry Kissinger. Oui, il y avait des paragraphes entiers sur lui dans les livres d'histoire, mais je le voyais comme un type de la guerre froide et de toutes les intrigues en coulisses qui étaient à la mode dans les années de 70. Personne ne disait, même en plaisantant, qu'il aurait pu être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre et étrange. Cependant, ce que j'ai déterré et ce que j'ai entendu de la bouche de témoins oculaires a changé à jamais ma vision de lui et de la nature du pouvoir. Je ne vais pas convaincre qui que ce soit que cette histoire est vraie à 100%. Il s'agit plutôt de ma confession personnelle et d'une tentative de me débarrasser d'un fardeau que je porte depuis plusieurs années. J'ai trouvé des documents, parlé à différentes personnes, et ce qui semblait être une simple théorie du complot a soudain pris une forme réelle qui me donne des frissons. Je travaille comme journaliste indépendant. Je recueille des informations pour différentes publications, parfois pour de grands journaux, parfois pour des portails en ligne locaux, en fonction des besoins. J'ai toujours été attiré par les sujets un peu plus sombres, plus mystérieux, parce que les nouvelles habituelles sur les événements de rue ou les élections ne m'ont jamais attiré. Un jour, j'ai reçu un dossier classé dans une simple enveloppe marron, sans marque ni timbre, juste l'adresse de ma boîte postale. Je ne sais toujours pas qui me l'a envoyé, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte de ce qui m'attendait. Le dossier contenait des photocopies de documents datant de la fin des années 70. Plusieurs pages mentionnaient des subventions et des financements pour la recherche biomédicale. Et parmi d'autres signatures, figurait le nom d'Henry Kissinger. Ce n'était apparemment pas grave. Cet homme faisait partie du gouvernement et pouvait investir dans des projets scientifiques. Mais ensuite, il a été question de certains programmes de donateurs et, plus étrange encore, de l'allocation de sommes spéciales pour le renouvellement d'un produit. Les documents n'indiquaient pas clairement de quel produit il s'agissait. À l'époque, je n'avais aucune idée que le renouvellement d'un produit faisait référence à quelque chose lié au rajeunissement des cellules, ou, pour dire les choses clairement, à la prévention du vieillissement. Mais qui aurait le culot de parler ouvertement d'une telle chose tout en la présentant comme une ligne de dépense? J'ai senti instinctivement que cela pouvait me mener à quelque chose d'important. Mon ami, disons qu'il avait été en contact avec les services spéciaux dans le passé, a vu ces documents, et j'ai pu constater qu'il savait ou devinait manifestement ce qui se passait. Mais il n'a pas dit grand-chose. Il m'a conseillé d'être prudent et de ne pas creuser là où il était dangereux de le faire. Et quand j'ai dit que je sentais une véritable sensation et que je ne pouvais pas m'arrêter, il a fait un signe de la main. « Écoute, je t'avais prévenu. Si c'est le cas, laisse-moi en dehors de ça. » Lorsque j'ai commencé à creuser, il s'est avéré qu'il existait des données sur certaines fondations travaillant en collaboration avec des institutions médicales fermées. Les noms n'apparaissaient nulle part, officiellement. Tout était caché derrière des acronymes. Une étrange coïncidence a attiré mon attention. À plusieurs endroits, il était question de groupes de volontaires spécialement sélectionnés. Et l'âge de ces volontaires se situait entre 18 et 25 ans. Il est évident que les jeunes en bonne santé sont le plus souvent sollicités pour toute recherche médicale impliquant une activité physique ou des tests d'échantillons. Mais ici, ils étaient mentionnés dans un contexte particulièrement confidentiel. À certains endroits, il y avait même des notes manuscrites telles que « nombre prévu », ajoutez-en 6. Et puis, à la dernière page, il y avait une phrase étrange. « Nous n'avons plus de cantonnement. Des mesures d'urgence seront nécessaires. » J'ai commencé à aller sur toutes sortes de forums, fermés, semi-officiels, où les utilisateurs ordinaires entrent rarement. J'ai essayé de savoir si quelqu'un avait entendu parler du soi-disant projet d'extension.
Et vous savez comment cela se passe habituellement? Presque toujours, un cinglé écrit pour faire parler de lui que le gouvernement se livre à des expériences cliniques, qu'il kidnappe des gens, qu'il clone des présidents, blablabla. Mais il est rare que quelqu'un mentionne des détails précis, nom d'institution, date, nom de famille. C'est ainsi que quelques personnes m'ont fait part, dans des messages privés, d'un ancien programme de la DARPA, mais elles ont précisé qu'il pouvait s'agir d'une fausse marque destinée à détourner les traces, au sein duquel il existait une branche consacrée à la recherche sur le vieillissement. Certains prétendaient qu'ils avaient été abandonnés au début des années 80. D'autres disaient que les projets avaient été dissous publiquement, mais qu'ils s'étaient en fait poursuivis en privé. Et chaque fois qu'un détail apparaissait, le nom de Kissinger était tôt ou tard mentionné. Puis vinrent des rumeurs encore plus horribles. Quelqu'un prétendit avoir trouvé une liste de personnes disparues parmi ces volontaires. Il s'agissait de parents ou d'amis disparus qui s'étaient inscrits à des programmes expérimentaux, soi-disant pour un traitement gratuit, des perspectives, parfois pour de l'argent, et personne ne les a jamais revus. Les proches se sont adressés à la police, mais l'enquête n'a jamais abouti. Tout a été étouffé au niveau de la paperasserie. Dans un cas, l'homme avait une note où il mentionnait qu'il se rendait dans un centre de recherche et qu'il serait de retour dans une semaine, mais la destination était recouverte d'un autre morceau de papier, comme s'il avait changé d'avis ou que la page avait été arrachée. Cela dit, les personnes de qui ont parlé à ce type sont sûres qu'il a été invité à un programme gouvernemental. Et il y a beaucoup d'histoires de ce genre. J'ai commencé à me rendre compte que tout cela n'était peut-être pas qu'une histoire, mais une véritable fuite dont quelqu'un avait déjà payé le prix. À chaque pas, j'avais l'impression de tomber dans un terrier de lapins, mais je ne voulais pas m'arrêter. Lorsque vous avez l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose de vraiment énorme, un monstre que tout le monde dissimule, votre excitation prend le dessus. Je sais que cela ressemble à une excuse pour la folie, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais à l'étroit dans mon ancien appartement. J'avais littéralement abandonné mon travail et je passais mes journées dans les archives et les bureaux Internet. Je commençais à redouter la sonnerie de la porte et, pire que tout, je me surprenais parfois à penser que je ne savais plus à qui faire confiance. Toute personne que je connaissais, ou même un passant dans la rue, pouvait être la personne qui me surveillait. Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. En fait, ces événements sont devenus le point de départ de mon histoire. J'aimerais dire que j'ai trouvé une sorte de vérité claire, mais la vérité s'est avérée trop effrayante et confuse. Plus je creusais, plus je tombais sur des rapports indiquant que Kissinger et son équipe n'essayaient pas seulement de prolonger la vie, mais qu'ils avaient donc trouvé quelque chose qui fonctionnait réellement. Oui, peut-être pas en arrêtant complètement le vieillissement, mais en le ralentissant de manière significative. Et pour ce faire, ils avaient besoin de jeunes donneurs. Pas seulement du sang ou de la moelle osseuse, bien qu'il soit difficile d'aller au fond de ces rumeurs, mais comme s'ils extrayaient des substances vitales qui ne peuvent être décrites que comme un élixir. Bien sûr, il y a peu de preuves. Tout est découvert de mystères et de légendes. Mais le fait même que les volontaires soient portés disparus laisse présager de bien mauvaises pensées. Et enfin, la rumeur la plus folle, Kissinger lui-même, officiellement mort, aurait en fait réussi à lui changer de corps, ou du moins à prolonger son existence. Je trouvais cela un peu exagéré, mais plus je l'analysais, plus la pensée me taraudait. Et si c'était vrai? J'ai continué à chercher des témoins qui pourraient me dire quelque chose directement. Une connaissance m'a mis en contact avec un ancien médecin militaire qui avait travaillé dans un laboratoire secret à la fin des années 70. Appelons-le Dr Frank, par exemple.
car il m'a demandé de ne pas révéler son vrai nom. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café à la périphérie de la ville. Il avait l'air nerveux, regardant constamment autour de lui. Il s'est assis en face de moi et m'a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir savoir ?» J'ai répondu par l'affirmative. Il était resté silencieux pendant quelques secondes, a poussé un grand soupir, puis m'a asséné toute une série de vérités, du moins sa version de la vérité. Il m'a dit que tout ce discours sur l'allongement de la durée de vie était loin d'être un mythe. Le gouvernement, a-t-il dit, utilisait alors plusieurs canaux de financement pour la recherche au niveau cellulaire. Ils essayaient de comprendre pourquoi certains organismes ont un processus de régénération plus actif que d'autres, et comment relancer les mécanismes de réparation du corps humain afin que les gens puissent vivre plus longtemps sans destruction des tissus. Kissinger, bien qu'homme politique, était supposé avoir un intérêt morbide pour le sujet de la longévité, et il avait le don de trouver des ressources, d'énormes sommes d'argent. Le docteur Frank a mentionné que pendant la période où il travaillait au laboratoire, on leur apportait périodiquement du matériel, comme on l'appelait dans les rapports de service. Bien entendu, il ne connaissait pas personnellement ces personnes, il savait seulement qu'elles étaient testées volontairement. En tant que médecin, il n'avait pas le droit de poser des questions inutiles, et il ne voulait pas le faire. Il y avait une hiérarchie rigide et un culte du secret. Et si vous vous mêliez de ce qui ne vous regardait pas, vous pouviez être rapidement renvoyé. Au bout d'un certain temps, cependant, Frank a remarqué que ses patients disparaissaient sans laisser de traces, et les rapports disaient qu'ils avaient été abandonnés de l'expérience ou transférés dans une autre institution. Mais il ne précise pas où. L'essentiel des révélations de Frank était que le travail qu'ils effectuaient s'était progressivement transformé en une pratique consistant à utiliser des sortes de sérums et d'injections à base de tissus de jeunes gens. Il dit avoir vu de ses propres yeux les changements de personnes au sein de la direction. Au moins 2 des plus hauts responsables ont commencé à paraître nettement plus frais, plus énergiques, même s'ils avaient la soixantaine. « Il rayonnait », a-t-il déclaré. Lorsque je lui ai demandé si c'était vraiment le résultat d'un rajeunissement, il a répondu honnêtement « Je ne sais pas, mais il est impossible de l'exclure. » Incapable de le supporter, je lui ai demandé directement « Croyez-vous que Kissinger ait personnellement pris ces médicaments ?» Le médecin a baissé le regard et haussé les épaules. Il y a eu des rumeurs, et on a vu son chauffeur aller chercher certains conteneurs au laboratoire. Il arrivait la nuit, toutes les portes étaient bloquées, et les personnes de garde recevaient l'ordre de ne pas quitter la pièce. Personne ne pouvait alors entrer dans cette section pendant quelques heures. Outre Kissinger, il y avait d'autres personnes puissantes. Il avait des relations dans tous les pays, pas seulement aux États-Unis. Frank a également admis que lorsqu'il a pris conscience de l'ampleur de la situation, il a commencé à craindre pour sa famille et était parti discrètement sous de faux prétextes. J'ai écouté son histoire, la mâchoire décrochée et le cœur battant comme si je venais d'être aspergé d'eau froide. C'est l'une des premières rencontres qui m'a confirmé que toute cette histoire de complot n'était pas si fantastique. Mais même dans ses paroles, il y avait encore beaucoup de points peu blancs. Il disait une partie de la vérité, mais il cachait encore des détails. Ou peut-être ne les connaissait-il tout simplement pas. Je lui ai demandé pourquoi il pensait qu'ils avaient besoin de moi. Après tout, je n'avais pas beaucoup de documentation et l'histoire était explosive. Il m'a regardé d'un air un peu abattu. Peut-être que ce dont ils ont besoin maintenant, c'est que quelqu'un dise au public une petite partie de la vérité pour que tout le monde la rejette. Ce n'est qu'un autre fou conspirationniste. Parfois, ils mettent en place des informations bruyantes de ce genre pour que les vrais documents soient noyés dans un flot de théories du complot.
S'ils estiment que vous ne pouvez pas prouver votre point de vue à tout le monde, ils peuvent même vous laisser partir en paix. Et si vous commencez à vous rapprocher de vrais témoins, alors, tu vois ce que je veux dire. Ces mots ont résonné en moi. Je n'avais pas l'intention de battre en retraite, mais de tels avertissements m'ont fait craindre pour ma propre peau. Ma nouvelle connaissance me dit d'un air maussade: « Ne t'avise pas de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ne t'avise pas d'entrer en guerre ouverte avec eux. J'espère que tu sais ce que tu fais. » Il a payé l'addition. Il a insisté pour le faire lui-même. Et il était parti, me laissant assis dans un café à moitié vide. Je me souviens d'avoir fixé le porte-serviette en plastique pendant un long moment, en réorganisant les pensées dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir mis le doigt dans l'engrenage d'un énorme mystère sinistre et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La situation est devenue vraiment effrayante lorsque j'ai reçu pour la première fois une menace directe. Il s'agissait d'une simple enveloppe de papier dans laquelle figurait une seule phrase découpée dans des lettres de journaux et collée sur une feuille. « Arrêtez de creuser ou vous serez le prochain. » Pas de signature, rien. Comme dans les anciens détectives. Je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que je me sentais particulièrement décrépit, même si je n'étais pas assez vieux. Peut-être était-ce le stress, car j'ai commencé à ne plus dormir du tout, et, la nuit, j'étais paranoïaque. Je regardais sans cesse dans les rues, attendant que l'inconnu m'attrape au coin de la rue. Mais personne n'apparaissait. La peur s'est accompagnée d'une obstination têtue. Plus j'avais peur, plus je voulais en avoir le cœur net. J'avais déjà rassemblé une pile de documents, des entretiens avec Frank et quelques autres personnes qui savaient que quelque chose se passait dans ces années-là, mais je n'entrais pas dans les détails. Il m'apparaissait de plus en plus clairement que ce quelque chose ne concernait pas seulement un programme gouvernemental. Des entreprises privées étaient impliquées, et une partie de la recherche leur était confiée, de sorte que rien n'était officiellement lié au gouvernement. L'une d'entre elles était un certain centre d'études des États limites. Personne ne pouvait expliquer ce qu'étaient ces États limites, mais sur le papier, il semblait s'agir d'expériences mentales ou neurophysiologiques. Peut-être s'agissait-il de tester la façon dont le cerveau réagit au processus de vieillissement, ou comment une personne tolère la douleur, ou pire encore, les états limites entre la vie et la mort. J'ai trouvé des bribes d'informations sur l'Internet affirmant que ce centre aurait pu mener des expériences interdites consistant à éteindre une partie du cerveau pour voir comment les cellules réagissaient à un choc soudain. Mais cela me paraissait trop extravagant, même si ce centre avait une raison d'être, et s'il cherchait un moyen d'éteindre le corps pour arrêter le vieillissement, puis de le redémarrer, je ne savais plus où était la frontière entre la réalité et la fiction. C'est alors que j'ai découvert le nom de Madeleine, une femme qui aurait été l'une des volontaires de ces programmes. J'ai trouvé en ligne des scans de documents d'archives mentionnant une série de sujets d'expérience, dont Madeleine Rose, 22 ans, étudiante ayant reçu une bourse d'une fondation scientifique, et sa piste n'a pas abouti. La famille a déposé un mandat de recherche, mais l'affaire a été classée faute de perspective, et le dossier de police indique qu'elle est probablement partie chez une connaissance en Europe. Seuls ses parents ont affirmé qu'elle n'avait aucune intention d'aller où que ce soit. J'ai retrouvé les parents, ou plutôt le père âgé, car la mère, je m'en suis rendu compte, était décédée quelques années auparavant. Il vivait dans une petite maison de province. Lorsque je suis venu le voir, il était méfiant, car il avait déjà reçu la visite de plusieurs enquêteurs avant moi, bien des années auparavant, et il n'avait rien vu de bon de leur part. Nous nous sommes assis sur le porche en bois, grinçant de sa maison. Il m'a dit que Madeleine était une bonne élève, intéressée par la biologie. Lorsqu'on lui a proposé le programme,
Elle a dit avec enthousiasme à ses parents qu'il s'agissait d'une excellente perspective et d'une expérience dans un centre de recherche branché. Son père se souvient que c'était à la fin des années 70, la date exacte s'étant déjà perdue dans sa mémoire. Mais depuis lors, il avait disparu. Il avait reçu un appel téléphonique d'un inconnu qui l'avait rassuré en lui disant que Madeleine allait bien, qu'elle était juste occupée par un travail difficile et qu'elle ne pouvait pas encore revenir. Mais la voix semblait menaçante, même si le ton était poli. Après cet appel, papa a téléphoné à plusieurs endroits, mais personne n'a rien dit de concret. La police était impuissante, ou ne voulait pas aider non plus. J'ai demandé au père de Madeleine s'il avait entendu parler de Kissinger ou d'une quelconque subvention. Il a secoué la tête. Kissinger a été mentionné, je crois, dans les journaux, mais je n'y ai pas prêté attention. Je pensais qu'il s'agissait d'un personnage politique, pas de notre affaire. Mais il s'est soudain souvenu que l'invitation, ou la feuille que Madeleine avait montrée à ses parents, comportait effectivement une petite note au bas de la page indiquant que ce programme était soutenu par le Conseil de sécurité du gouvernement. Et ce conseil était alors dirigé par des proches de Kissinger. C'était un autre lien troublant entre la jeune fille disparue et lui. Lorsque j'ai commencé à partir, il m'a demandé, si je découvrais ce qui était arrivé à sa fille, de lui faire savoir au moins si elle était en vie. Je pouvais lire de l'espoir dans ses yeux, comme s'il s'accrochait à une infime chance. Je me suis senti mal à l'aise, car je ne savais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée des réponses que je pouvais lui donner. Je me suis contenté d'acquiescer et de quitter la maison, sentant que j'étais entraîné dans une histoire où trop de destin était en jeu, et pas seulement ma propre vérité ou une sensation médiatique. Soudain, j'ai remarqué que j'étais suivi. Une berline blanche m'a suivi pendant presque tout le trajet. Lorsque je m'engageais sur des routes de campagne pour vérifier, elle réapparaissait quelques minutes plus tard. J'ai levé les yeux dans le rétroviseur et j'ai failli me jeter sur le bas-côté de la route, effrayé. Il me semblait que le conducteur aux lunettes me regardait fixement. Ou était-ce ma paranoïa qui se développait à cause de tout ce qui était effrayant? J'ai accéléré, j'ai fait quelques détours dans les rues étroites et, à un moment donné, la voiture a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Mais l'empreinte de l'horreur est restée en moi pendant longtemps. J'ai continué à me demander jusqu'à quel point cette conspiration, ou ce dénigrement, si vous préférez, pouvait aller. Un homme de stature mondiale, un poids lourd de la politique, un lauréat du prix Nobel de la paix, financer quelque chose de si sombre que toutes les conspirations mondiales paraissaient, en comparaison, des jeux d'enfants. J'ai de plus en plus pensé aux paroles du docteur Frank. Ils peuvent vous faire savoir quelque chose pour que tout le monde pense que vous êtes fou, mais si vous vous approchez des faits réels, je commençais donc à sentir que je m'en approchais, et cela m'effrayait au plus haut point. Malgré la pression, j'ai réussi à persuader un de mes amis avocats de longue date, spécialisé dans les enquêtes sur les personnes disparues, de se pencher sur certaines affaires du passé. Il avait accès aux archives grâce à ses relations et, contrairement à moi, il n'était pas effrayé par les subtilités juridiques. Je lui ai parlé de la situation de Madeleine et de la possibilité qu'il y ait un nœud avec quelques de gros bonnets de l'ancien appareil gouvernemental. L'ami a commencé à étudier la documentation dont je disposais et, après quelques semaines, il m'a dit qu'il avait effectivement trouvé plusieurs cas, oubliés, qui avaient étrangement suivi un schéma similaire. Des jeunes gens signaient un contrat pour participer à des recherches scientifiques spéciales et disparaissaient de la vue de leurs proches. Des affaires criminelles étaient classées ou réaffectées à des structures obscures et les fins s'enfonçaient dans le marécage de la bureaucratie. Selon lui, l'absence de scandale dans la presse est le plus révélateur. Dans tout autre cas, les familles se seraient tenues plainte
et auraient fait du bruit. Mais ici, il semble que toutes les plaintes aient été étouffées au plus haut niveau. Un silence artificiel a été créé, et les informations sur ces disparitions n'ont été enregistrées de nulle part dans les bases de données de public. Il a également découvert qu'il existait une sorte de centre de recherche international qui fonctionnait à l'intersection de pots de subventions privées et de projets conjoints avec certaines agences gouvernementales. Mon ami a trouvé ces statuts, mais la clause la plus effrayante était la suivante. Le centre se réserve le droit de recruter des participants à la recherche dans des conditions spéciales de confidentialité en garantissant leur anonymat et leur sécurité. Cela semble noble jusqu'à ce que l'on se demande ce que signifie « conditions spéciales » et pourquoi les participants ne peuvent pas être retrouvés vivants. Dans ces rapports, ce centre se targue de privilégier une approche innovante pour prolonger la vie active et saine de la population en s'appuyant sur les dernières avancées scientifiques. Mais pour autant que je sache, personne n'a jamais vu de résultats officiels ou de publications ouvertes sur leur travail. Mon ami s'est contenté de hausser les épaules. De toute façon, il ne s'agit que de preuves indirectes. Les preuves de direct ne suffisent pas à faire tomber des gens comme Kissinger ou ses associés, même s'ils étaient impliqués. Je me suis rendu compte que, du point de vue du tribunal, tout cela semblait trop éphémère pour l'instant. Pourtant, je sentais que la conspiration prenait les contours de la réalité pour moi, plutôt que de simples rumeurs. L'idée que Kissinger, même après sa mort officielle, était en quelque sorte vivant ou continuait à gouverner dans l'ombre, ne me paraissait plus aussi saugrenue, même si je me rendais compte par moi-même à quel point elle était fantastique. Cependant, lorsqu'un ensemble d'indices circonstanciels, d'incohérences et de documents classifiés sont rassemblés en une mosaïque, vous commencez à penser « et si encore ?» S'ils disposent de ces technologies qui leur permettent de faire cela, s'ils ont cette technologie pour transférer la conscience ou préserver le cerveau, pourquoi pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je me suis rendu compte que mon raisonnement pouvait sembler insensé, mais il était important pour moi d'arriver au moins à un point où je pourrais présenter des preuves plus ou moins convaincantes au public. Je me suis toutefois rendu compte que n'importe quel journaliste sain d'esprit, lorsqu'il verrait les preuves telles que je les ai trouvées, dirait « Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu te raccroches à des légendes urbaines. » Et ce serait terminé. En général, les gens ont tendance à ne pas croire aux choses effrayantes, surtout lorsqu'elles impliquent des personnes extrêmement puissantes. Il est dit plus facile de les rejeter. Pendant ce temps, les rumeurs selon lesquelles Kissinger aurait changé de corps ou vivrait dans une cachette secrète ne circulaient pas seulement sur d'étranges forums. Certains écrivaient que quelqu'un avait vu une personne très semblable, mais plus jeune, dans une délégation diplomatique. D'autres écrivaient que c'était absurde. Mais lorsque j'ai commencé à comparer les dates et les lieux, j'ai remarqué un curieux schéma. Dans plusieurs cas, la jeune Kissinger a été vue à proximité d'événements internationaux majeurs, où apparemment des personnes disposant de beaucoup d'argent et d'influence essayaient de négocier quelque chose de secret. Il s'agit peut-être de coïncidence, peut-être pas. J'avais besoin d'une vérification, d'une preuve supplémentaire. Un jour, dans un très vieux journal local, je suis tombé sur un article concernant un jeune homme qui avait choqué les journalistes par sa connaissance de la géopolitique dans les années 70. Il aurait parlé de réunions en coulisses et mentionné des détails de négociations dans lesquelles Henry Kissinger était personnellement impliqué. Le journaliste a demandé comment ce type avait obtenu de tels détails, mais il n'y a pas eu de réponse. Il a simplement disparu de la ville. La note est datée de la fin des années 90 et l'auteur a écrit plus tard qu'il s'agissait de l'affaire la plus étrange de sa carrière.
Bien sûr, on pourrait dire qu'il s'agit d'un mystificateur accidentel qui a appris le matériel de l'histoire. Mais ces accidents ne sont-ils pas trop nombreux? En creusant cette histoire, j'ai eu l'impression que ma vie se transformait en film, sauf que tout était réel et que la fin pouvait être bien pire. Parfois, j'ai pensé que je faisais de l'hérésie, que j'étais fou et qu'il n'y avait pas de Kissinger immortel, mais les événements autour de moi me poussaient à continuer. Dès que je me détendais un peu, un bruissement soudain dans la nuit ou une ombre à la fenêtre me ramenait à un état d'alerte. Je me précipitais sur le sujet comme un chercheur désespéré de vérité, sans penser aux conséquences. Un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne qui aurait pu être la plus proche de démêler cet écheveau. Appelons-le Jack. Il était en contact avec des chercheurs qui, au début des années 2000, ont tenté de ressusciter le thème de l'immortalité biologique en se basant sur les anciens développements des années 2070. En Europe et en Asie, il existerait des groupes fermés de scientifiques qui, sous couvert d'étudier les problèmes de longévité, continueraient à rechercher le même secret du rajeunissement. J'ai trouvé Jack dans un laboratoire presque clandestin, jonché de tables de corps nus et d'équipements qui semblaient assemblés à partir de ferraille et d'artefacts scientifiques rares. Jack avait l'air d'un scientifique paria que le système avait écarté de la science officielle. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était très intelligent et qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Au début, il m'a pris à la baïonnette. Puis, constatant que j'avais quelques documents et que je m'efforçais vraiment d'obtenir la vérité, il s'est un peu détendu. Il m'a dit que son hypothèse de travail pouvait être formulée comme suit. Pour prolonger la jeunesse, il ne suffit pas d'entretenir son corps. Il faut de l'énergie fraîche, c'est-à-dire, en gros, une ressource vivante. Dans les années 70, Jack affirmait qu'il s'agissait d'une méthode de redémarrage de la structure des cellules, à l'aide de substances provenant du corps jeune. Il n'est pas possible de l'expliquer avec des mots simples, mais il s'agit d'injecter un médicament à une personne et d'accélérer les processus de régénération. Le problème c'est que le produit semi-fini pour ce médicament nécessite des donneurs qui disparaissent dès que l'appétit de la direction augmente. Jack affiche un sourire méprisant. Il dévorait littéralement la vie des jeunes comme des vampires. Il ne prétend pas avoir vu la procédure elle-même, mais il sait, d'après des témoins oculaires, que ces expériences sont très douloureuses pour le matériel. Par conséquent, il était possible que des personnes aient été simplement tuées lorsque les ressources de leur corps ont été épuisées, puis que les cadavres aient été éliminés et les preuves dissimulées. On pourrait croire qu'il s'agit d'un récit des activités de maniaques en série, mais en réalité, il pourrait s'agir d'un monstrueux hachoir à viande, dirigé par des politiciens et des officiers militaires puissants. Et, logiquement, si de telles méthodes fonctionnaient vraiment, pourquoi ne continueraient-elles pas à le faire en secret? Jack était particulièrement sceptique quant aux rumeurs selon lesquelles Kissinger avait déménagé dans le corps d'un jeune homme. Il suppose qu'il s'agit simplement de maintenir son propre corps dans un état relativement jeune, à l'aide de doses massives de ces médicaments. Il n'exclut cependant pas des théories plus radicales. Peut-être si la science a atteint un certain niveau, à cette époque, une procédure de transplantation de cerveau est-elle également réelle, ou, au moins, une forme de transfert de conscience. Après tout, des expériences avec des interfaces cerveau-ordinateur étaient déjà en cours à l'époque. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'expériences avec des singes dont la tête avait été transplantée. J'ai acquiescé. De telles expériences avaient effectivement été réalisées, même s'il était difficile de les qualifier de réussies, mais un fait était un fait. Quelqu'un creusait donc la question. Bien sûr, cela ne peut se faire que dans les laboratoires les plus secrets,
financés par des fonds noirs. Et si nous imaginons que quelqu'un a réussi, mais qu'il l'a fait passer pour un conte de fées et une légende urbaine, afin que personne n'y croie. Puis tout s'est enchaîné. Des gens comme Kissinger pouvaient donc continuer à exister sous une fausse identité. Je ne savais pas ce qui était le plus effrayant. L'idée que, comme les vampires, ils se nourrissaient de sang frais, ou qu'ils avaient appris à changer de corps. Les deux semblent ridicules, au point de susciter l'horreur, mais dans la sombre réalité des projets secrets, peu de choses semblent impossibles. Jack m'a assuré qu'en fin de compte, beaucoup ont perdu à ce jeu. Certains généraux et hommes politiques qui ont utilisé ces macabres techniques de rajeunissement sont morts subitement dans des circonstances étranges, soit parce que les expériences ont eu des effets secondaires, soit parce qu'ils ont commencé à trop parler. Certains ont pu être délibérément enlevés pour les empêcher de parler. Mais Kissinger était une personne spéciale. Il était capable de trouver une approche auprès des personnes les plus puissantes, de sorte qu'il avait toujours accès aux bonnes ressources. Lorsque je lui ai demandé s'il était encore en vie, Jack a souri. Peu importe qu'il soit vivant dans son propre corps ou dans celui d'un autre. Ce qui compte, c'est que son influence et ses connaissances sont toujours présentes. Penses-tu que c'est une coïncidence si les grandes décisions politiques suivent encore les schémas de son époque? Cette question m'était restée en tête. Se pourrait-il que notre politique moderne soit effectivement contrôlée par quelqu'un de l'ombre, et que ceux qui contrôlent les processus aient dans leur arsenal des outils terrifiants comme l'élixir de jeunesse mortelle? Je ne pouvais ni confirmer ni infirmer ces propos, mais tout ce que j'entendais s'alignait en une longue chaîne. Jack a vu que j'étais confus et a ajouté que, de toute façon, une confrontation directe avec ces gens était suicidaire. Mais il pensait que le fait de rendre public ne serait-ce qu'une fraction de l'information créerait une vague de discussion et peut-être que tôt ou tard, quelqu'un d'autre se présenterait avec de nouvelles preuves. La vérité peut éclater lorsqu'elle est abondante et qu'elle afflue de partout, a-t-il déclaré. Ses yeux brûlaient d'une sorte de fanatisme insensé. Il semblait vivre pour découvrir ses sombres projets. Ou peut-être voulait-il simplement venger quelqu'un qu'il connaissait et qui avait été affecté par le système. Je n'ai pas plongé dans son drame personnel, même si je sentais qu'il en avait un. À partir de ce jour, j'ai décidé qu'il fallait que je prépare un grand article, mais que je le fasse avec prudence. Peut-être ne pas exposer tous les faits en même temps, mais commencer par de petites publications pour tâter le terrain. Si on me ferme rapidement la porte, je suis sur la bonne voie. Mais si tout se passe bien, peut-être que d'autres ne reprendront l'information. Au fond de moi, je me suis rendu compte que je ne pourrais peut-être pas terminer ce voyage facilement. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais les histoires de personnes disparues, les témoignages de plusieurs témoins oculaires, des preuves indirectes, et j'étais déjà dans le bain, comme on dit. J'ai commencé à compiler soigneusement tous les documents dans un dossier et à conserver des copies dans un espace de stockage en nuage, en espérant que ce soit plus sûr. J'ai noté les points essentiels, le financement de la recherche dans les années 70, l'implication de Kissinger, les disparitions suspectes de jeunes volontaires, les rumeurs sur la méthode de rajeunissement, la poursuite éventuelle du programme jusqu'à aujourd'hui. J'ai réalisé un petit document analytique dans lequel j'ai classé les témoignages, même si, à de nombreux endroits, les auteurs ont demandé à ne pas révéler leur nom. J'ai ensuite commencé à rédiger un texte que j'allais soumettre au comité de rédaction d'une publication en ligne audacieuse, connue pour ses enquêtes. J'avais déjà anticipé dans les commentaires les foules de sceptiques qui crieraient à l'absurdité ou à la théorie du complot. Mais parmi cette foule, il y a peut-être des gens qui ont vu quelque chose comme ça. Et soudain, ils me contacteront.
cela pourrait devenir une réaction en chaîne. Bien sûr, j'étais également conscient que les hôtes grands pouvaient rapidement s'aborder l'histoire ou m'envoyer des invités pour me faire taire. En fin de compte, la décision a été difficile à prendre, mais j'ai misé sur l'indignation du public pour assurer ma sécurité. Si tout ce qui est au secret est révélé au grand jour, leur main toute puissante n'osera pas agir trop brutalement. C'était présomptueux, bien sûr, car ils avaient de nombreux moyens d'éliminer les indésirables, mais je n'avais pas d'autres moyens. Pendant que je rédigeais cet article, des choses étranges ont commencé à se produire dans mon appartement. D'abord, des documents papier ont disparu, puis des clés USB contenant des copies ont disparu, alors que je les avais soigneusement cachées. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Il n'y avait aucune trace de porte ou de fenêtre cassée. J'ai même pensé que je devenais folle et que je les avais mis quelque part, moi-même. Mais mon instinct m'a dit, c'est eux. Peut-être avaient-ils des clés ou un dispositif qui leur permettait d'entrer silencieusement. J'ai vérifié l'ordinateur. Tout était là, mais j'ai alors remarqué que quelqu'un avait installé un logiciel espion, car les fichiers journaux indiquaient la présence d'un intrus. J'ai paniqué et j'ai rapidement changé tous mes mots de passe et activé le cryptage. Mais était-ce sûr? Pas du tout. Pendant cette période, j'ai été contacté par un homme qui s'est présenté sous le nom de Tom et qui m'a assuré qu'il travaillait pour une agence de sécurité privée chargée de m'escorter des projets spéciaux. Il m'a envoyé un court courriel intitulé « Je peux vous montrer le chemin, faites attention ». Le message ne contenait que quelques lignes disant « Si vous voulez connaître la vérité, vous devriez vous intéresser au Sinclair Biotechnology Development Fund ». J'avais déjà vu ce nom dans quelques documents, mais je n'y avais pas prêté attention. Il s'est avéré que cette fondation existe toujours et qu'elle semble être engagée dans des recherches prometteuses sur le vieillissement et dans des essais cliniques. Tout est officiel et ouvert. Le site web comporte une section consacrée à la mission de lutte contre les maladies liées au l'âge. Mais, selon Tom, derrière l'enseigne de la fondation se cache l'héritage de ces mêmes expériences des années 70. Et Kissinger aurait été l'un des premiers grands donateurs. J'ai lu la charte de la fondation. Elle mentionne en effet qu'elle a été fondée par un groupe de philanthropes dont les noms ne sont pas divulgués en raison d'accords internes. Cela m'a immédiatement fait penser à tous ces schémas de financement gris que l'on retrouve dans la documentation du Dr Frank. C'est peut-être ainsi qu'il cache bien la source des fonds. L'argent de Kissinger et de ses camarades passe par des sociétés offshore et des organisations caritatives, et tout semble propre sur le papier. Et à l'intérieur, il est tout à fait possible que les mêmes mécanismes de recherche de jeunes donateurs soient à l'œuvre. Il est effrayant d'imaginer que cela puisse encore se produire aujourd'hui. J'ai décidé qu'il fallait que je me rapproche du personnel de la fondation ou, au moins, que j'obtienne des informations par le biais d'événements ouverts. J'ai rapidement appris qu'ils organisaient une conférence sur les projets prometteurs en bio-ingénierie pour les étudiants en médecine. Le hasard fait bien les choses. Je me suis fait passer pour un blogueur intéressé par les questions de longévité et j'ai réussi à me rendre sur place en me faisant passer pour un auditeur. La conférence était plutôt formelle. 2 ou 3 personnes en costume parlaient de technologie d'homme générale, d'un avenir sans maladie, de l'amélioration de la qualité de vie. Les mots étaient beaux, mais trop vagues. J'ai essayé de poser une question directe. Qu'en est-il des technologies qui remontent aux années 70 ? J'ai entendu dire qu'il y avait eu des expériences assez excentriques à l'époque. Ils ont plaisanté nerveusement en disant « Nous ne savons pas, mais nous pouvons vous présenter notre bibliothèque scientifique, où nous avons des archives. » Une gentille fille, qui se disait spécialiste des relations publiques, s'est approchée de moi.
En souriant, elle m'a proposé de me montrer la collection de l'intérieur. Bien que je m'attende à un tour de passe-passe, j'ai accepté. Elle m'a fait traverser les couloirs où se déroulaient les mêmes discussions scientifiques ennuyeuses, où les gens portaient des dossiers, où quelqu'un était assis dans le laboratoire devant des ordinateurs. Rien de suspect à première vue. Mais lorsque j'ai commencé à parler de rumeurs sombres et de personnes disparues, ses yeux ont vacillé un instant, comme si elle était troublée. Puis, se ressaisissant, elle rit. « Vous avez sans doute vu trop de films. Nous sommes transparents. Nous en venons au rapport public. » Mais je devinais à son sourire crispé qu'elle savait quelque chose et qu'elle avait peur. Peut-être est-elle elle aussi surveillée ou liée par un contrat de non-divulgation. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS anonyme sur mon téléphone. « Dangereux, ne vous approchez pas de la fondation. » Apparemment, quelqu'un savait que j'étais là et avait jugé bon de m'avertir. Un frisson m'a parcouru. La question du « qui » restait en suspens. Un membre du personnel de la fondation, un initié ou quelqu'un qui s'est simplement rendu compte que j'étais dans un nid de guêpes. J'ai commencé à réaliser que ma prochaine tentative d'approfondissement pourrait s'avérer fatale. Mais d'un autre côté, c'est maintenant que je suis sur le point d'assembler le dernier puzzle. Je ne voyais pas d'autre solution que de rendre le matériel le plus public possible, afin que les commanditaires de cette horreur n'aient aucune chance de l'étouffer. S'ils se rendent compte que beaucoup de gens détiennent ça dans l'épreuve, et qu'elles sont dans le domaine public, ils perdront l'intérêt de m'éliminer, parce qu'ils ne pourront pas les récupérer. J'ai alors décidé de prendre une mesure extrême. J'ai décidé d'organiser une réunion avec 2 ou 3 journalistes partageant les mêmes idées et de leur communiquer mes conclusions. Que tout le monde creuse, que la presse fasse du bruit. Mais le destin en a voulu autrement. Ce soir-là, alors que nous devions nous rencontrer, je suis sorti de l'entrée et j'ai soudain senti que 2 hommes costauds m'attrapaient par les bras. Ils m'ont littéralement poussé sur le siège arrière d'un minibus gris sans que je puisse faire le moindre bruit. J'étais sûr que c'était fini. Mon histoire se terminait. À l'intérieur était assis un grand homme vêtu d'un costume coûteux qui s'est présenté comme Monsieur White. Je ne sais pas si c'était son vrai nom ou un pseudonyme. Il m'a dit de garder la tête baissée, sinon je serais désolé. Il s'est assis en face de moi, les jambes croisées, et m'a lancé un regard qui m'a fait frissonner. Un regard froid, un regard d'acier. La première chose qu'il m'a communiquée a été « Nous savons ce que vous faites. Nous savons pour Frank, Jack. Nous savons pour votre dossier de preuves. » Il a souri comme s'il me lisait un jugement. J'ai essayé de parler, mais il m'a fait signe de me taire. Puis il a dit « Nous ne voulons pas vous tuer. Ou plutôt, pas tout de suite. Tu es trop bruyant. S'il t'arrive quelque chose, des choses risquent de sortir. Nous vous proposons donc un marché. Vous quittez la ville, vous oubliez toutes ces bêtises, vous nous donnez toutes les copies des documents. Et nous vous garantissons qu'il ne vous arrivera rien, ni à vous, ni à vos proches. » J'ai essayé de m'indigner, de dire que c'était du chantage. Il a acquiescé. Oui, et un très bon chantage, parce que personne ne veut de vous. Tu crois que les médias vont se laisser séduire par tes fantasmes? Même si quelqu'un s'en aperçoit, nous le convaincrons rapidement de se taire. Nous ne travaillons pas pour le compte d'une seule personne. Nous avons des relations et des ressources. J'ai repris mes esprits et j'ai demandé « Et Kissinger, c'est vraiment vrai ?» Sa réponse m'a paru presque banale. Ce que vous devez savoir sur Kissinger est connu de ceux qui devraient le savoir. Le reste d'entre nous n'a pas besoin de savoir. Il a fait plus pour le monde que vous ne pouvez l'imaginer. On aurait dit qu'il était littéralement un prophète ou un roi pour eux. Les hommes qui me tenaient ont resserré leurs mains, signalant que la conversation touchait à sa fin. Monsieur White a proféré quelques menaces supplémentaires, répétant en substance que
Si vous rendez public de vos notes, nous vous aurons. » Ils m'ont ensuite poussé hors du minibus sur le trottoir et celui-ci a démarré. Je suis restée assise sur le trottoir, légèrement contusionnée mais entière. Cela aurait pu être un avertissement. Ils savaient où je vivais, ce que je faisais, qui je fréquentais. Je me suis levée, je me suis secouée, et qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire comme si rien ne s'était passé? Oui, pendant un court moment, j'ai fait marche arrière. J'ai annulé une réunion avec la presse en disant qu'il y avait des circonstances imprévues. J'ai eu peur, j'ai eu honte, et j'ai été dur. À l'intérieur, je bouillonnais de désespoir. Je me rends compte que j'ai entre les mains des informations qui pourraient m'allijurer faire la lumière sur les crimes les plus odieux contre l'humanité. Et on me fait taire comme un vulgaire gawker. Et le plus choquant, c'est Ido qu'ils ne semblent pas se soucier des questions éthiques. Ils font simplement leur travail en utilisant le pouvoir et l'argent. Quelques jours se sont écoulés dans un tel brouillard. J'étais sur le point de partir lorsque j'ai soudain reçu un courriel d'une personne anonyme. Ils essaient de vous briser, ne cédez pas. Nous avons un plan. Il faut réunir tous les faits et les mettre sur plusieurs sites en même temps. Cela résonnera. Pas de légende, pas d'explication, juste cette phrase. Mais elle m'a remonté le moral. Apparemment, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui veulent m'aider se faire connaître. C'est peut-être Jack, ou quelqu'un d'autre que je connais. C'est là que j'ai compris que le plus important était de ne pas me laisser intimider, mais aussi de ne pas avoir l'air d'un solitaire qui pourrait être discrètement éliminé. J'ai décidé de continuer, mais avec encore plus de prudence. Peut-être trouverai-je d'abord une publication indépendante étrangère ou quelques grands blogueurs et leur transmettrai-je les documents par un canal sécurisé. Si les Minjigrants veulent m'éliminer, ils devront se rendre à l'évidence que les informations ne sont plus entre mes mains, mais partout. De cette façon, je peux gagner du temps et peut-être être un peu plus en sécurité. Le problème, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, même une fuite de Wikileaks peut être tentée d'être étouffée ou discréditée. Mais si vous publiez tout en masse, sur plusieurs sites à la fois, il sera plus difficile de l'arrêter. Et si les gens voient les documents, découvrent les disparitions, le financement, toutes ces expériences étranges, ils pourraient recommencer à se faire leur propre idée. Même si tout le monde n'y croit pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que cela arrêtera instantanément ceux qui continuent à se nourrir de vies humaines dans l'intérêt de leur propre jeunesse ou qui ont au moins la capacité de prolonger leur pouvoir. Mais cela les toucherait au moins, les rendrait nerveux. Je me suis rendu compte que c'était un risque, mais je n'avais plus d'autres options. Je me suis souvenu des histoires du père de Madeleine, des souvenirs de Frank, de l'avertissement de Jack. Trop de destins ont été couverts par cette malédiction. Trop de gens ont disparu. Si personne ne franchit ce mur, d'autres victimes continueront à disparaître. Peut-être qu'en ce moment même, il y a de nouveaux volontaires dans les sous-sols ou les laboratoires des fondations Sinclair, ou quel que soit leur nom, que personne n'attend. Et peut-être que Kissinger, ou celui qui le remplace maintenant, continue son banquet, immortel, sans même boire des verres, mais en consommant ce qui lui donne de la fraîcheur et prolonge son influence. Le soir même, j'ai commencé à élaborer un plan de publication. J'ai dressé une liste de sites sur lesquels je pourrais divulguer des informations et une liste de journalistes à qui je pourrais envoyer des lettres anonymes. J'ai décidé que je serais prêt à agir rapidement si la chasse commençait, et qu'ils essaient ensuite de me rattraper. D'un côté, je craignais qu'ils ne me trouvent de toute façon, mais j'espérais encore que l'indignation publique jouerait son rôle. C'est ainsi que je me suis assis à mon bureau et que j'ai commencé à mettre la dernière main à mon exposé, en réfléchissant à la façon dont il pourrait se terminer. La question qui me trottait dans la tête était la suivante.
Y a-t-il une solution à tout ce problème? Après tout, même si je parlais au monde entier du prétendu bas de vampirisme, de l'élite, de la conscience transférée de Kissinger ou de son propre corps encore vivant, beaucoup ne feraient malheur que rire. Et même s'ils y croient, que se passera-t-il ensuite? Nous n'avons aucun pouvoir réel pour obliger ces gens à s'arrêter. Des lois? Ah, qui appliquera ces lois si les personnes chargées de les faire respecter sont également à la solde des mêmes groupes de pression ou effrayés? Pourtant, j'ai l'impression que parler est la seule chose que je puisse faire. Et oui, ce n'est pas une solution complète, parce qu'une vraie justice doit inclure une enquête et une punition. Mais peut-être que la réaction en chaîne de l'intérêt public et de la pression constituera un pas vers une action réelle. Si le silence et le secret sont levés, peut-être qu'ils feront profil bas, qu'ils mettront fin à certains projets et que le nombre de personnes disparues diminuera au moins. Je ne me fais pas d'illusions quant à une victoire complète, mais tout ébranlement de leur position est déjà une chance de sauver la vie de quelqu'un. C'est ainsi que je vois les choses. Je ne sais pas quand ni comment cela se terminera. Peut-être que dans une semaine, je disparaîtrai comme tant d'autres avant moi. Mais j'ai réussi à faire la chose la plus importante. J'ai réussi à écrire mon histoire. Et si vous la lisez, c'est que vous l'avez. À vous de voir si vous y croyez ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'Henry Kissinger, mort sur le papier, pourrait bien être assis quelque part dans un bureau secret, observant la politique mondiale et souriant tranquillement de nos tentatives de résistance. La seule question est de savoir si nous avons le courage de retourner la situation contre lui. Car si nous ne le faisons pas, si nous nous détournons et ne voulons pas nous en rendre compte, alors il continuera à régner pour toujours. Je rassemblerai l'article et publierai tout ce que je sais. Et si vous voyez déjà cet article, cela signifie qu'au moins une partie de mon travail a atteint un public plus large. Peut-être serez-vous celui ou celle qui reprendra le flambeau et continuera à creuser. Peut-être êtes-vous celui qui détient la clé pour répondre aux questions qui me taraudent. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons affaiblir la toile de mensonges qui recouvre les vieux secrets. Et alors, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de tous ceux qui lisent ceci. Car si la vérité se répand dans le monde, on ne pourra plus nous faire taire aussi facilement. Je l'ai raconté du mieux que j'ai pu. Croyez-le ou riez-en, c'est à vous de voir. Mais lorsque les nouvelles font état d'une nouvelle disparition étrange d'un jeune homme, pour des raisons obscures, réfléchissez. Et si sa vie servait à alimenter l'immortalité de quelqu'un? Et peut-être ne s'agit-il pas du nombre oublié des années 70, qui, contrairement aux lois biologiques, continue à vivre et à régner en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Qui sait si tout cela est vrai? Mais j'en ai trop vu pour rester sceptique. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Prenez soin de vous et soyez prudents. Peut-être que la prochaine enveloppe ou la prochaine rencontre étrange sera pour vous un avertissement comme elle l'a été pour moi.